Après un peu plus de 3 ans de guerre, les artistes ukrainiens ne cessent de se mobiliser et la scène artistique continue de fleurir, bien qu'elle soit rythmée par les alertes aériennes. Dans ce conflit existentiel où les récits nationaux s'affrontent, leur construction largement façonnée par la culture constitue un enjeu capital. Comment la vie culturelle ukrainienne parvient-elle à se maintenir en temps de guerre? Bonjour Irina Slavinska. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes directrice de France Culture Ukraine, Plutôt, quelque chose comme ça. plutôt, radioculture. Radioculture Ukraine, c'est ça, L'équivalent donc de France Culture, mais tout à fait. pour l'Ukraine, une radio publique. Comment se passent les derniers jours à Kiev? Les derniers jours, je les passe à Paris à cause d'une conférence de l'Union européenne de radio-télévision, mais d'après ce que je sache dans les infos et de ma famille, quand même, il y a, comme toujours malheureusement, les attaques, du côté russe. Par exemple, cette nuit, on a eu, 4 morts à Kharkiv à cause, des frappes, russes. La nuit précédente, c'était, une trentaine, de drones, qui ont attaqué l'Ukraine. La nuit d'avant, c'était 70 et quelque chose de drones, donc quand même on vit, dans la situation de guerre, assez dangereuse, mais quand même la vie culturelle, le travail des artistes des milieux différents, continue et c'est vrai que ça représente quand même un enjeu assez important dans le contexte ukrainien actuel. Qu'est-ce que ça a changé pour la radio culturelle ukrainienne que vous dirigez? Est-ce que vous avez changé des choses au programme? Bien sûr, il y a beaucoup de choses changées déjà, disons, on voyage, beaucoup moins parce que Radio Culture en Ukraine, comme, France Culture, enregistre beaucoup de concerts. Bon, on a bien sûr notre maison de la radio à Kiev, mais on a aussi, cette, belle habitude de travailler avec les philharmonies et d'autres salles de concert dans des villes différentes ukrainiennes. Et par exemple, avant, on travaillait beaucoup plus dans la ville de Kharkiv, ce qui n'est plus le cas parce que malheureusement ça c'est assez dangereux. Mais, par exemple, dans les villes comme Kharkiv, il y a plusieurs activités culturelles qui se sont déplacées au sous-sol. Donc il y a de nouvelles, salles de concert, de nouvelles salles d'événements qui se trouvent, underground, dans les stations de métro ou dans d'autres espaces, qui sont au sous-sol. Pour, Kiev, ce n'est pas le cas quand même. On a, la chance d'avoir plusieurs, événements culturels dans les espaces, ordinaires, dans les espaces habituels, mais c'est bien sûr rythmé par les alertes aériennes. Donc si on a l'enregistrement ou si on a un concert quelconque ou une pièce de théâtre ou un spectacle de théâtre, on peut le suivre si il n'y a pas d'alerte. S'il y a une alerte qui commence, on doit quitter cet espace, pour, un abri et ça continue, ça reprend après la fin de l'alerte. Mmh. Est-ce que vous savez qui vous écoute, Irina Slavinska? Quels sont les retours, des auditeurs, aujourd'hui et les rapports qu'ils ont avec, leur radio? Il y en a plusieurs. Je pense que la radio, n'importe quelle radio, c'est quelque chose de très intime et pour, n'importe qui écoute, de la radio en France ou en Ukraine, c'est une voix, très proche qui est présente dans la vie quotidienne et donc nous, si on parle des retours qu'on a de notre audience, ce sont les retours, bon, déjà de toute l'Ukraine, donc on n'a pas de région précise, là où on nous écoute, d'une manière, spéciale, donc c'est la radio nationale. On a aussi des retours des gens qui, sont, à l'étranger parce qu'ils écoutent de nos podcasts ou d'autres moyens, numériques, pour, suivre, la radio. Mais les retours qui sont, très touchants pour moi personnellement, ce sont les retours, des territoires occupés. Parce qu'il y en a pas beaucoup parce que c'est assez compliqué de faire, les, petits mots, les petits retours, de ces territoires-là à cause du contrôle d'internet par les Russes et cetera. Mais, je sais très bien qu'il y a les gens des territoires occupés au sud et à l'est qui, nous écoutent quand même. Et pareil, pour l'armée ukrainienne. De temps en temps, quand, j'ai mon émission, je reçois des petits, messages sur Instagram ou Facebook ou autres réseaux sociaux, des gens que je connais pas qui font leur service militaire, qui disent genre, «Moi, je suis dans ma voiture, je suis quelque part, sur Donbass et moi, je vous écoute». Comment est le moral? Je pense que ça va, mais bien sûr, il y a la fatigue, qui se sent après, plus de 3 ans de l'invasion à pleine échelle. Mais il faut comprendre qu'en Ukraine, quand même, on a la guerre à partir de 2014. Donc on parle déjà de 11 ans de la guerre et le moral est assez haut et je pense que cette résilience ukrainienne et cette force, cet, espoir, ça reste assez fort. L'espoir est aujourd'hui avec, ces négociations, qu'est-ce que vous espérez, Irina Slavinska? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense qu'il faut qu'on nous souhaite de la victoire. J'espère que ces négociations, n'auront pas de prix, genre de territoire occupé, par exemple.
J'espère que les intérêts ukrainiens seront considérés. Comment s'organisent aujourd'hui les théâtres, les concerts avec les attaques aériennes, les alertes nombreuses? C'est le processus qui change. Avant, par exemple, les salles de spectacle ou les salles de concert n'avaient pas droit d'inviter plus de gens que qu'il y a de place dans leurs abris. Maintenant, ça change, pour les salles, qui se trouvent à côté des stations de métro souterrains. Donc, quand même, il y a déjà les salles qui peuvent avoir leur sold out, leur complet dans la salle et moi, je pense que c'est aussi un changement assez important. Si on regarde le contenu, il y a beaucoup de choses caritatives, donc il ne faut pas considérer toute cette renaissance, culturelle comme un truc purement, de quelque chose de joyeux. Il y a beaucoup de choses, caritatives, même, les comédies dans les théâtres peuvent être jouées dans les buts caritatifs et ce que j'aime beaucoup, c'est, l'intérêt, nouvelle envers, la classique ukrainienne, la musique classique, le théâtre classique, la littérature classique. Moi, je pense que Ah c'est oui, vous les pensez que enfin, vous, mmh? vous observez même, Irina Slavinska, que les gens se réfugient plutôt vers les classiques? Surtout, il y a aussi un autre courant, disons, de se réfugier, comme vous le dites, dans le contemporain, dans les pièces de théâtre, contemporaines, surtout dans les pièces, documentaires, dans le cinéma documentaire qui, vit, en Ukraine, un vrai boom et d'autres choses. Mais, disons que, les gens qui, faisaient attention à la culture suivaient toujours tout ce qui est contemporain. Là, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau depuis, les 3 dernières années, c'est cette attention envers le classique et moi, par exemple, je le lis avec, peut-être le besoin ou la nécessité de refaire des liens avec son identité, de retrouver quelque chose, qui ne soit pas censuré par les influences, soviétiques ou post-soviétiques ou russes. Parce que si vous regardez n'importe quelle affiche de théâtre, par exemple, vous allez y trouver pas mal de pièces, pas mal de spectacles créés à la base des romans assez classiques et ça, c'est intéressant. Où en êtes-vous dans la polémique qu'on avait suivie au début de la guerre sur les auteurs russes? Est-ce que il vous arrive de diffuser des pièces russes, de lire des auteurs russes? Non, à la radioculture, on n'a pas de ce genre de contenu, mais c'était le cas même avant l'invasion en pleine échelle, parce que Radioculture travaille surtout avec la culture ukrainienne et la culture mondiale, si on parle de la musique classique, par exemple. Mais ces jours-là, ces années-là, on ne joue pas de Tchaïkovski, par exemple, parce que moi, je comprends très bien les sentiments de l'audience et mes propres sentiments envers la culture russe qui peut être assez, euh, qui peut donner de la peine. Par exemple, parce que donc on imagine qu'il peut y avoir des messages de paix ou que certains auteurs sont évidemment absolument étrangers à ce qui se passe, mais même auraient été très critiques du régime de Vladimir Poutine. Je ne parle pas de la culture, russe contemporaine parce que je ne suis pas spécialiste. Je connais pas Non, non, beaucoup là sur, je pensais plutôt à la culture russe ancienne, justement, ancienne. la classique. Comment vous dire? Le problème, ce n'est pas cette culture telle quelle. Le problème, c'est que, pendant très longtemps, elle a été utilisée comme, l'écran derrière lequel la culture ukrainienne est restée invisible. Comme par exemple ces fameux monuments de Pouchkine dont on me demande, assez souvent sur, ce sujet-là. Les monuments de Pouchkine ont apparu en Ukraine aux années 30, 1930 sous Staline, à l'Union, soviétique. C'était leur moyen de marquer l'espace ukrainien parce que Pouchkine, elle n'avait rien à voir avec l'Ukraine. Il y avait juste quelques villes, particulières où il passait ayant ses voyages quelque part. Et donc, ce moyen de marquer l'espace par cette présence russe, c'était un peu hallucinant parce qu'on pouvait retrouver Mhm. ces monuments de Pouchkine dans n'importe quelle ville ukrainienne, même dans celle, où il n'a jamais mis de ses pieds. Et bien sûr, pourquoi est-ce que c'était le cas? Parce que ce Pouchkine, il donnait la possibilité d'installer un monument d'un écrivain, heu, russe, sans, donner la possibilité d'installer un monument pour quelqu'un qui soit plus relevant pour, ce territoire. Bon, il y a aussi la question du patrimoine culturel ukrainien. Comment celui-ci a été protégé? Comment tentez-vous de le sauvegarder, Irina Slavinska? On suit de près tout ce qui concerne,
cette histoire de sauvegarder le patrimoine, il y a beaucoup de choses qui sont faites du côté officiel, ces listes du patrimoine endommagé ou détruit, etc. Mais bien sûr que la plus grande question, c'est la question des collections des musées, par exemple, qui doivent être sauvegardées contre, Mhm. toutes les attaques russes. Et donc, il y a pas mal de musées qui ont eu leur collection évacuée à partir de février 2022. Mais il y a malheureusement ceux qui restent, qui ont besoin de leur collection d'être évacuée. Mais moi, je suppose qu'il y a beaucoup de travail qui se fait au calme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas être dites à haute voix. Par exemple, la collection, il y a, parfois, on voit qu'il y a les évacuations qui sont assez secrètes pour sauvegarder les précieuses collections. Et je pense que c'est un des choix possibles parce que si on regarde le destin des musées sur les territoires occupés, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de dangers pour les collections, pour les collections, comme c'était le cas à Kherson, par exemple. Là où les parties des collections ont disparu et ont réapparu quelque part à Crimée, dans les musées contrôlés par les Russes. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des destructions? Oui et non, donc il y a des listes régulières qui sont publiées par, les ministères, mais c'est clair qu'en tout ce qui concerne les territoires occupés, on ne peut pas donner de chiffres exacts, parce qu'on n'a pas d'accès. Eh oui, aujourd'hui, on a cette question-là, on a une renaissance ou disons, un renforcement de la culture ukrainienne en langue ukrainienne. Là aussi, c'est un paysage qui est actuellement extrêmement riche, Irina Slavinska. Oui, bien sûr, mais c'était le cas aussi depuis, le début de l'indépendance, depuis, 91, mais chaque, bouleversement historique apportait de nouvelles ampleurs à ces vagues d'intérêt envers l'ukrainien et la culture créée en ukrainien. Moi, je pense que maintenant on a une situation très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui, viennent de commencer leurs, carrières artistiques, qui sont issus de milieux différents, qui ne faisaient pas partie de, ce paysage artistique en Ukraine avant et ils font beaucoup de choses très intéressantes et très nouvelles. Bon, donc on peut vous souhaiter la paix rapide. Est-ce que vous y croyez, Irina Slavinska? Est-ce que vous pensez que c'est une véritable éventualité aujourd'hui en conclusion? Bon, je pense que la paix et la victoire, ça serait une belle conclusion. Merci beaucoup, Irina Slavinska. Je rappelle que vous êtes directrice de la radio culturelle ukrainienne et vous nous avez rendu visite à Paris. Dans